Vous êtes sur Angle de vue, mesdames et messieurs, bonjour. La tension politique née de la crise post-électorale au Gabon a désormais dépassé les limites des frontières du pays. Le bras de fer entre Jean Ping et Ali Bongo est diversement apprécié sur le continent africain et dans le monde entier si pour certains, l'injonction de la France, des États-Unis et de l'Union européenne en vue d'un nouveau décompte des bulletins de vote, bureau de vote par bureau de vote, conformément aux revendications de l'opposition est légitime. D'autres, par contre, désapprouvent la méthode et parlent d'ingérence extérieure ou même du néocolonialisme. Les différentes déclarations se font sur fond d'une guerre d'images. Du côté du président Ali Bongo, on montre la reprise des activités économiques dans la capitale et le calme à Libreville, alors que dans le camp de l'opposition, on montre les images d'un pays tendu avec des scènes de violence dans plusieurs localités. Le Gabon est-il vraiment dans l'impasse politique ? À quoi peut-on s'attendre dans les jours à venir dans ce pays? Que peut-on faire du moins pour ramener la paix au Gabon? Autant de questions que nous poserons tout à l'heure même à nos invités sur ce plateau. Notre deuxième sujet de ce jour porte sur le Soudan du Sud. Les différentes pressions des représentants du Conseil de sécurité des Nations Unies ont fini par porter leurs fruits. Salva Kiir a donné son accord pour le déploiement des forces supplémentaires de l'ONU dans son pays conformément aux recommandations du dernier sommet de l'Union africaine. Un accord qui intervient au moment où Salva Kiir a réussi à positionner au poste de vice-président un des proches de Riek Machar en remplacement de ce dernier. Peut-on dire alors que la nomination de ce nouveau vice-président marque la fin de l'ère Riek Machar au Soudan du Sud? C'est une interrogation à décrypter également dans cette émission avec nos invités. Ce sera après le flash d'information, madame, monsieur, le récapitulatif des faits marquants de l'actualité sur le continent africain que je vous invite à suivre. Au Gabon, les habitants de Libreville se sont réveillés ce lundi avec l'accès à Internet. Un rétablissement constaté après 5 jours de coupure totale. Cependant, les réseaux sociaux sont toujours inaccessibles. Aucune explication officielle n'a été fournie sur les raisons de cette coupure, ni par les opérateurs téléphoniques, ni par les autorités gabonaises. Le Parti libéral Mouvement pour la démocratie au pouvoir au Cap-Vert semblait se diriger vers une nette victoire dimanche lors des élections municipales. Plus de 360 000 électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche pour choisir le gouvernement local des 22 municipalités de l'archipel. Les sondages indiquent que le MPD semblait bien parti pour remporter au moins 15 des 22 conseils municipaux contre 6 pour le PAICV. Partisans et adversaires du président sud-africain Jacob Zuma se sont retrouvés lundi lors d'un face-à-face tendu devant le siège du Congrès national africain à Johannesburg. Nouvel épisode des divisions qui agitent le parti au pouvoir. Outre la police, une vingtaine d'anciens membres de la branche armée de l'ANC en treillis se sont déployés autour du siège de leur parti pour interdire l'accès. Retour sur le plateau de votre émission Angle de vue. Nous recevons ce jour l'écrivain sénégalais Lamine Cissé. Il est également expert en communication politique. Lamine Cissé, bonjour et bienvenue dans le débat sur SICA. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aux téléspectateurs. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. J'ai également sur ce plateau notre avocat maison, Maître Alain Ouroula. Il est avocat inscrit au barreau de Cotonou. Maître Alain Ouroula, bonjour et bienvenue également sur le plateau de SICA. Merci, bonjour, merci Joël. Bonjour Monsieur Cissé, bonjour téléspectateurs et téléspectatrices de SICA TV. Merci Maître Alain Ouroula. Madame, Monsieur, c'est donc la présentation de nos invités. Je vous retrouve pour le débat juste après cette virgule. Je le disais donc à l'introduction de cette émission, la tension politique née de la crise post-électorale au Gabon s'intensifie de jour en jour. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, le président en exercice de l'Union africaine, le Tchadien Idriss Déby, a appelé Jean Ping et Ali Bongo, du moins, à la sagesse. Pendant ce temps, c'est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique du Sud, le Sénégalais Abdoulaye Bathily, qui a également rencontré à Libreville les deux protagonistes, mais à l'heure actuelle, personne ne sait concrètement ce qui se passe dans ce pays, tant les informations sont contradictoires. Dans le camp d'Ali Bongo, on affirme que tout va bien, alors que les opposants dénoncent la tension et l'arbitraire. Lamine Cissé, vous qui êtes un habitué des élections en Afrique du Sud, parce que vous aviez été plusieurs fois observateur, que se passe-t-il actuellement au Gabon, selon vous?
Merci beaucoup, Joël. Ce qui se passe au Gabon est prévisible. Parce que le processus électoral a été, comment dire, entaché de violence. La violence, d'abord la violence verbale. Surtout la violence verbale. La violence verbale parce qu'on est en face d'une opposition qui presque a été très agressive. Ça veut dire Ali Bongo n'est pas gabonais. Ça ne rassure pas du tout. Alors, la France, il y a une ingérence. La France également, qui par son Premier ministre, à quelques mois des élections, fait une déclaration en disant que le président gabonais Ali Bongo a été mal élu au cours des élections dernières. Et il déclare encore pour dire qu'il faut qu'il y ait une alternance au Gabon. Donc il y a une ingérence. Vous pensez que cela a été fait exprès pour... Non, mais c'est fait exprès. Pour fragiliser... On viendra dans le débat, mais c'est fait exprès. Parce que déjà, l'opinion est préparée à diaboliser celui qui est au pouvoir, à le qualifier de dynastie Bongo. Nous allons tout à l'heure dire qu'est-ce qui est dynastie Bongo alors. Parce que c'est extrêmement important. C'est pourquoi je dis, la violence verbale, vous serez à la place de Ali Bongo, vous avez devant une opposition qui vous dit, vous n'êtes pas gabonais. Déjà, c'est une violence, c'est les germes de la violence. Donc je ne suis pas surpris à ce que, quel que soit l'issue du résultat, si l'opposition ne gagne pas, la violence va s'installer. Oui, mais aujourd'hui, la situation est telle que on reproche au pouvoir en place d'avoir obtenu un score stalinien, justement, dans le fief du Haut-Ogooué, qui est le fief du président sortant. Est-ce que, pour faciliter la situation, pour décrisper, justement, l'atmosphère, est-ce qu'il ne faut pas accéder à la revendication de cette opposition en acceptant qu'on recompte les voix, simplement, bureau de vote par bureau de vote? Mais il y a une institution qui est chargée d'organiser les élections et de proclamer les résultats. Je crois que cette institution le fait dans le cadre de la loi gabonaise. Oui, mais quand il y a crise, est-ce qu'il faut continuer par s'agripper à la loi? Quelles sont les causes de la crise? Parce que la crise, elle est manifeste. Mais quelles sont les causes profondes de la crise? Mais quelle est Aujourd'hui, chacun pense qu'il a gagné. Chacun pense que la victoire est dans son camp. La France pense qu'il a gagné. Non, pas la France. On parle de l'opposition gabonaise représentée par Jean Ping et du pouvoir représenté par Ali Bongo. Vous savez, c'est la perpétuation de la France-Afrique. Vous pensez que c'est la France qui est derrière? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je suis certain. Je vous donne des analyses beaucoup plus précises. C'est la France qui a mis Bongo au pouvoir. C'est l'armée française qui a installé Bongo au pouvoir. Ça, c'est historique. Il faut vous rappeler de cela. Pendant 40 ans, je vous ai dit, le Gabon fait 200 000 km, plus de 200 000 km². Il y avait moins de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y a moins de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, qui fait 2 fois le Bénin. Avec toutes les ressources que le Gabon a, il y a 14 000 Français au Gabon. Il y a plus de 300 sociétés françaises qui sont installées au Gabon. Mais, donc vous pensez que la France défend plutôt ses intérêts? Très bien. Tout ce problème-là, c'est la France. On viendra en détail dans le débat. Mais c'est la France. Ça, c'est votre avis. Maître Alain Roula, vous suivez également la situation du côté de Libreville. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. L'opposition qui a appelé à une grève générale, au blocage des activités économiques. Le pouvoir en place qui dit que tout est normal, que les activités sont en train de reprendre. À votre avis, que se passe-t-il concrètement dans ce pays? On a l'impression que tout est bloqué et que personne ne veut bouger, personne ne veut faire de concessions. Ce qui se passe au Gabon, je le confirme, était prévisible compte tenu de l'agressivité, tout au moins verbale, que nous avons observée durant la campagne. Mais pour résumer les choses, il y a des constantes. Les constantes, c'est qu'il y a eu élection. La deuxième constante, c'est que l'un des candidats a été proclamé élu, ou en tout cas déclaré élu par les institutions en charge du développement du processus électoral. Oui. Alors, ce que j'observe, c'est que l'opposition et une bonne partie de la communauté internationale veulent obtenir une prétendue alternance, parce que ce n'est pas d'alternance qu'il s'agit, mais de changement d'homme, par la force. Non, et je crois que par la force, parce que là, il y a une revendication. Ils ont revendiqué. La revendication n'est pas légale, elle n'est pas constitutionnelle, parce que dans un processus démocratique, dans un état de droit,
les revendications prennent la forme d'un recours devant les institutions appropriées et elles existent au Gabon. Oui, mais l'opposition dit c'est dans les tests, on peut recompter. L'opposition ne veut pas faire confiance au Conseil constitutionnel. L'opposition ne peut pas exiger la mise en œuvre d'un processus qui n'est pas prévu à la Constitution. Et quand j'entends les porte-paroles de Jean-Ping lui-même, ils disent qu'il y a un silence de la Constitution sur la question. Alors quand la loi justement ne se prononce pas, c'est eux qui disent que c'est autorisé. C'est eux qui disent qu'il y a un silence dans la loi. Mais là où la loi parle, elle dit, lorsque l'on n'est pas d'accord avec les résultats proclamés, on peut exercer des recours. Et vous avez anticipé en disant que l'opposition n'a pas confiance en la Cour constitutionnelle, pas plus qu'elle n'a confiance à la CENAP. Alors, pourquoi être allé aux élections? Quand on n'a pas confiance dans les institutions chargées d'organiser les élections, on n'y va pas et on peut protester autrement. Oui, mais quand vous faites la politique de la chaise vide, vous savez toujours comment ça se passe. Mais quand vous occupez la chaise, souffrez que le verdict de ces institutions qui ont conduit le processus s'impose à vous. Oui, mais quand vous n'êtes pas d'accord et qu'il y a des preuves manifestes... Il n'y a pas de preuves. Parce que s'il y avait eu des preuves, il n'y a pas de preuves, Joël, il y a peut-être... Ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est le score stalinien. C'est des soupçons. Dans le Haut-Ogooué. Joël, il s'agit de soupçons. Oui, et s'il y a des soupçons, pourquoi ne pas accéder à la revendication? Il s'agit de soupçons. Pour mettre tout le monde d'accord. Il s'agit de soupçons exprimés par un candidat qui a obtenu 48% des voix. Et je ne pense pas que ces soupçons soient partagés par les 49,83 autres électeurs. Pour lever l'équivoque, il faut recompter simplement. Si je veux continuer dans mon raisonnement, on est en train de vouloir obtenir par la rue et la ruse ce qu'on n'a pas pu obtenir par le suffrage ou par la proclamation des institutions en charge du processus. Et je crois que là-dessus, on a tort de vouloir forcer le passage parce que la campagne a démarré sur la demande d'inéligibilité du candidat Bongo. La communauté internationale n'est pas intervenue pour soutenir ce processus. On est allé aux élections. Il a été proclamé élu. Pourquoi vouloir, coûte que coûte, renverser la tendance? Parce que si aujourd'hui, on faisait un décompte ou un redécompte et que Jean-Ping était déclaré élu, qu'en serait-il de la réaction des 49% attribués à Ali Bongo? Oui, mais pour régler ce Est-ce qu'eux aussi, ils ne seraient pas en droit de réclamer, de légitimer, de contester ce processus? Donc pour régler ce problème, le verre est déjà dans le fruit. Je crois que l'heure est arrivée pour que les autorités gabonaises, avec leurs amis de toujours, se mettent autour d'une table et règlent le problème. Le verre est dans le fruit et on fait son lit comme on se couche. La France, la communauté internationale ont favorisé et pérennisé cette dynastie au pouvoir. Ce n'est pas parce que Ali Bongo Ondimba ne serait plus en odeur de sainteté aujourd'hui auprès de certaines communautés et que le Gabon doit être mis à feu et à sang par leur contribution. Donc on s'assoit autour d'une table, on accepte cette période nouvelle de 7 ans qui s'est engagée et les hommes politiques gabonais... Vous voyez déjà un gouvernement national, un partage du pouvoir, Ali Bongo président, Jean-Ping Premier ministre, justement, vous voyez bon, c'est possible, c'est un schéma possible et il peut ne pas accepter le poste de Premier ministre, il peut déléguer quelqu'un d'autre. Mais je crois que si toutes ces autorités aimaient vraiment le Gabon, je pense qu'on pourra travailler autrement et revenir à des règles sérieuses. Parce que c'est trop facile de dire d'un tricheur qu'il a triché. Ils ont toujours triché ensemble. Donc il ne faut pas que ce soit aujourd'hui qu'on se surprenne. Donc on n'a qu'à aller vers un Gabon nouveau, avec des institutions qui se parlent franchement, parce que Ali Bongo ne s'est pas proclamé, contrairement à ce que Jean-Ping a fait, de manière illégale. Il s'est autoproclamé sans attendre le verdict des urnes. Le Parti socialiste a fait un communiqué illégal, parce qu'ils n'ont pas à s'ingérer dans les affaires du Gabon. Et c'est tout ça qui a fait le lit et le nid de cette crise. Oui, mais
on remarque aujourd'hui que cette opposition est quand même soutenue également par la communauté internationale. Au-delà de la France, il y a l'Union européenne, il y a les États-Unis. Vous allez dire également que les États-Unis et l'Union européenne participent au jeu. Forcément. On connaît les États-Unis pour leur neutralité en matière de Non, les démocratie. États-Unis que nous aimons beaucoup n'ont jamais été neutres. Ils sont au contraire très pragmatiques. Quand ils estiment qu'un chef ne fait pas bien, ils ont tous les moyens de persuasion pour faire partir ce chef. Oui, mais pourquoi cette fois-ci, aujourd'hui, ils prennent position, à votre avis? Ils prennent position parce que Bongo... Ils ont également demandé qu'on recompte les voix dans le Haut-Ogooué. Une chose est de demander, une chose est de recevoir cette demande. En l'état actuel des choses, c'est-à-dire de la constitution du Gabon et de la loi électorale, le décompte ou le recomptage n'existe pas. Et ce n'est pas à M. Jean-Ping que je vais l'enseigner, parce que je me rappelle d'une jurisprudence ivoirienne où Jean-Ping a proclamé à corps et à cri, à Dia, qu'il ne saurait y avoir de recomptage, la routoule. Donc, qu'on en tire les conséquences et que le Gabon continue. Lamine Cissé, alors, par rapport à cette crise, aujourd'hui, vous voyez quelle porte de sortie? Vous voyez un gouvernement d'union nationale? Vous pensez qui finira par céder dans cette situation, dans cette condition? Non, tout est possible. Vraiment, maître, le patriotisme me séduit quand même, parce que le panafricanisme est là. Bon, aujourd'hui, vous parlez d'une même voix. Parce qu'en fait, en réalité, c'est choquant. C'est choquant de voir cette France qui a suscité... Je crois que la France doit se demander, il doit faire une évaluation du pillage économique qu'ils ont fait du Gabon pendant plus de 40 ans. Demander aux Français de nous faire... Vous savez, la France vient en donnant des leçons, ils viennent, ils pillent nos économies, ils viennent, ils nous disent qu'ils nous apportent l'aide au développement. C'est avec notre argent qu'ils apportent l'aide au développement. Il y a combien de sociétés françaises? Ce n'est pas leur faute si vous n'êtes pas conscient de ce que vous avez comme richesse. Si vous non, le débat est là. Vous savez, le monde avance. Vous préférez faire des guerres intestines, fratricides. Aujourd'hui, voilà, justement. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde en pleine mutation. Vous savez, la fin de la guerre froide a permis au peuple de mieux se réveiller et de prendre leur destinée en marche. Aujourd'hui, on a combien de sommets Afrique? Il y a 5 sommets Afrique. Afrique-France, Afrique. C'était sommet Afrique-France. Mais aujourd'hui, il y a combien de sommets? Il y a 5 sommets. Et tous ces sommets-là, c'est parce que l'Afrique est la destination. C'est l'Afrique qui est le domaine du monde, ce qui va tirer le monde vers le haut. Mais dans cette dynamique, la France ne peut pas perpétuer à continuer à faire le massacre économique qu'il continue à faire. Ce n'est pas possible. Le Gabon pouvait nous... Oui, mais c'est parce que l'Afrique également permet ce massacre-là. Moi, c'est pourquoi je dis les dirigeants. Jean Ping est un France-Afrique. Jean Ping n'est pas... Ali Bongo également est un produit France-Afrique. Non, je ne parle pas de Ali Bongo. Il est le fils de son père, Omar Bongo. Non, on ne peut pas... Ali Bongo, il est en train d'opérer des réformes extraordinaires. C'est ce qui est très inquiétant pour la France. Mais on ne peut pas continuer à perpétuer la France. Il faut une nouvelle classe politique en Afrique qui ont une nouvelle vision, une nouvelle dynamique. Je suis d'accord qu'on dise qu'il y a un gouvernement d'union nationale. L'essentiel est que c'est d'apporter la paix au peuple gabonais. Tout à fait. Et que l'économie du Gabon soit pour les Gabonais et les Africains, en réalité. C'est ce qu'il faut. Donc moi, mon combat, c'est ça. Mon combat, c'est de dire à Jean Ping, qui a été vraiment à l'Union africaine, à ce sommet-là, qui a vanté le panafricanisme, etc. Aujourd'hui, il ne doit pas être celui qui soit porteur de la division au sein du Gabon. Il ne porte pas la division, il est juste soutenu. Et remarquez également que si cette communauté internationale n'était pas là pour mettre la pression, le pouvoir en place allait passer justement, n'allait pas respecter le jeu démocratique, n'allait pas prêter oreille à cette revendication de l'opposition. Voilà, c'est cette communauté internationale qui a bombardé la Libye, ils ont détruit Kadhafi. Voilà les conséquences que nous traînons jusqu'à présent. C'est cette communauté internationale qui veut aller tuer Saddam Hussein. Nous traînons les conséquences. C'est cette communauté internationale qui est en Syrie. Je parle dans le contexte africain, il faut qu'on soit plus africain que cela. Oui, je n'en disconviens pas. Mais là, aujourd'hui, il s'agit d'une question liée à l'élection. Il y a eu une province où on estime que les scores ne sont pas réalistes. Oui. Alors, traitons cela dans le cadre gabonais et africain. Oui, non, ils n'étaient pas venus pour apporter son soutien. Mais ils étaient déjà partisans. Non, on n'a pas besoin de ils sont partisans dès le départ. Eux, ils ont dit Bongo devait partir. Est-ce que Jean Ping, que je respecte beaucoup, parce que c'est une personnalité africaine, bien sûr. Jean Ping, je suis partant de son attitude. Jean Ping, qui a été le collaborateur très étroit du président Bongo depuis tout ce temps, l'ami
de Bongo, ils étaient ensemble. Mais il n'y est jamais venu dans la tête que Bongo n'est pas un Gabonais. C'est quand il a voulu le pouvoir et qu'un journaliste français écrive dans son livre que Bongo n'est pas, alors ils prennent comme si c'était des marionnettes, quoi. Mais je dis, c'est pas sérieux, c'est pas responsable. Donc cette germe de violence a commencé par là. Aujourd'hui, la situation que nous sommes en train de... Il s'est autoproclamé, le maître l'a dit. C'est-à-dire que lui, il n'est pas là pour... C'est pas autoproclamé, c'est au regard des résultats qu'il a compilés. C'est à lui de se donner des résultats. Il a son état-major électoral qui a fait le point, qui lui a permis d'avoir des chiffres à son actif. Je crois qu'il faut qu'on soit suffisamment sérieux en Afrique, qu'on soit discipliné, qu'on respecte le peuple. Il n'est pas bon de mettre le peuple dans la rue. Ils vont casser, on va tuer d'autres personnes. Eux, leurs enfants, etc. Personne n'est mort là. Hein. Ils sont protégés et par cette communauté internationale qui l'ont mis devant. Ils sont protégés parce que je voudrais que le Gabon soit aux Gabonais et aux Africains. On est fatigué. Que pensez-vous du rôle de Robert Bourgi dans tout cela? Parce qu'on l'a vu à Paris, parmi les manifestants qui demandaient la fin de la dynastie. Oui, non, mais lui, il fait partie de la dynastie. Lui-même, il est le créateur de cette dynastie-là. Mais pourquoi il manifeste aujourd'hui contre Ali Bongo? Parce que l'intérêt de la France, on est en train de saper l'intérêt de la France. Vous pouvez me poser la question pourquoi Denis Sassou Nguesso, je m'excuse de prononcer son nom, n'est pas en odeur de sainteté avec Ali Bongo? Pourquoi ils ne sont pas en odeur de sainteté? Voilà, justement. Elf Gabon, Elf Congo. Je vous laisse réfléchir. Elf Gabon, Elf Congo. Mais à cause de ça, il a fait plus de 30 ans de pouvoir. Pourquoi la France n'a pas dit qu'il doit avoir l'alternance au Congo? Son problème, l'alternance au Gabon, c'est ce qui l'intéresse. Nous ne sommes pas en train de dormir. On a les yeux ouverts. La France n'a qu'à arrêter. Oui, mais ce n'est pas tant que les Africains eux-mêmes s'unissent pour prendre en main leur destin. C'est pas le peuple qui gouverne. C'est-à-dire que moi, je suis un défenseur de ce peuple-là qui dort, qui ne s'est pas encore réveillé. Pourquoi est-ce que le peuple ne se réveille pas? Maître Alain Orula, vous permettez alors le rôle de Robert Bourgi dans tout ce qui se passe aujourd'hui. On l'a vu à Paris, en train de manifester devant l'ambassade du Gabon en France. Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il cherche dans cette affaire? Écoutez, Robert Bourgi... Il a déclaré même qu'il a pris sa retraite, normalement. Donc, Robert Bourgi, que je voudrais me permettre de qualifier de confrère obscur, chasse sur des terres qui veuillent bien l'accueillir. Ce n'est pas une personnalité politique, c'est un lobbyiste, un aventurier qui se lie d'amitié avec tous les potentats qui veulent bien et qui croient en son influence. Ce monsieur, de mon point de vue, n'a pas à être accueilli ou son influence ne doit pas être exagérée et nos présidents ont tort de s'en faire des amis parce que ce n'est pas le chemin de la démocratie. Donc tout ce que dit Robert Bourgi pour moi est irrecevable. Pour revenir à la vraie situation du Gabon, je ne suis pas en train de dire que Ali Bongo est le meilleur des présidents. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a été président du Gabon pendant 7 ans, qu'il incarne une rupture et une alternance. Je vais dire que tous ceux qui se sont rassemblés derrière Jean Ping, c'est ceux de la vieille école, c'est ceux de l'école du président Bongo. Donc la nouveauté, c'est Ali Bongo. Non, pas nécessairement. Le nom, ce n'est pas une nouveauté. Non, mais toujours le nom Bongo. Oui, mais il s'appelle Ali, entre-temps. Ce n'est pas Omar. Oui, mais Jean Ping n'a jamais été président du Gabon. Mais donc, il a été... il y a plus de nouveautés. Il a été super ministre, il a été gendre, beau-frère du président actuel. Voilà, donc c'est les mêmes. Et à la différence des papas, lui, il est jeune. Même si sa gestion du Gabon ne peut pas être auréolée autrement, je crois quand même qu'il a montré des signes, il a bien communiqué. Je veux dire, il a partagé la succession, il a montré qu'il veut bien mettre le Gabon sur le chemin de la modernité. Bref, il y a beaucoup de raisons qui dérangent ceux qui ne veulent pas que les choses se passent bien au Gabon. Parce oui, mais là n'est pas le problème. Je crois que c'est ce qui explique. Au niveau des élections. Au niveau des élections, oui. Jean Ping a tort, la communauté internationale a tort. Pourquoi? Parce que, premièrement, l'on s'est autoproclamé. Jean Ping a tort parce je suis dans un cadre. Il réclame sa victoire. Il a fait le décompte au niveau de je suis dans une démarche juridique et juridictionnelle. Oui. Vous êtes allé aux élections. C'est la démarche juridique de côté. Un candidat sérieux, si ce n'est pas de la ruse ou de la stratégie, ne s'autoproclame pas. Jean Ping s'est autoproclamé avant même. Parce qu'il est sûr de ses chiffres. Il ne peut pas être sûr. S'il était sûr, donc pourquoi faire les élections? Dans ce cas, il peut rester dans son lit et dire « je suis le président ». Mais on est allé dans un processus. Et ce processus recommande que
on aille voter et que les suffrages soient comptés, validés par une institution qu'on appelle au Gabon la CENAP. Donc toute personne qui se proclame élu ne dit pas qu'il est sûr qu'il va gagner, est déjà en infraction avec la loi électorale et est dans un comportement qui n'est pas pacifique, qui n'est pas apaisant. Ali Bongo s'en est abstenu. Les résultats ont été proclamés. Comment cela se fait-il que seuls des partisans de Ping manifestent et brûlent dans les rues? Oui, mais il faut suivre le fond de leurs revendications. Le fond des revendications. Le fond, on a eu un score qui ne reflète la réalité. On n'a jamais eu un score pareil dans cette province. Joël, nous savons tous, d'ailleurs le président Bongo lui-même l'a dit, je sais qui a gagné, qui n'a pas gagné, nous le savons. Moi, je n'en sais rien. Je sais que ça a été peut-être le plat habituel et que la tricherie n'est pas loin. Ils se connaissent. Mais il y a un cadre institutionnel et le fond des revendications est vidé par la forme et la mauvaise forme que cela prend. Donc, autoproclamation, première infraction, Bongo ne s'est pas autoproclamé. Résultat, proclamé par la Sénat, il y a des voies de recours qu'on n'a pas. Donc, si Jean-Ping avait suivi la voie normale, aujourd'hui, il serait peut-être plus. Laissez-moi aller au bout. Qu'on n'a pas voulu observer. Pourquoi on ne veut pas observer? Il paraît que le Haut-Ogooué est passé en une journée de 50 000 à 250 000 citoyens votants. S'ils sont sûrs de leurs chiffres, mais qu'ils aillent devant la Cour constitutionnelle et on fera les statistiques. Oui, mais si le pouvoir aussi est sûr de ces chiffres, pourquoi ne pas accepter facilement? Vous n'allez pas imposer aux autres de violer la loi. La loi constitutionnelle et la loi électorale prévoient des recours, ne prévoient pas un décompte. Maintenant, emprunter ces voies, et si la communauté internationale voudrait être sage, au lieu d'exiger ce décompte dans un cas dans la presse et dans la rue, allez, il n'y a que 5500 voix qui séparent les deux candidats. Sur une fraude massive portant sur plus de 200 000 voix, je crois que l'équilibre va être très vite rétabli. Donc la décision finale est entre les mains du Conseil constitutionnel. La décision finale, non, mais on ne sait pas où ça va parce que la pression est tellement forte pour que Ali Bongo s'en aille que nous ne savons pas ce que ça donnera demain. Mais exiger le décompte, je comprends, c'est une revendication légitime, mais elle n'est pas légale. Alors nous allons évoluer dans ce débat. Du côté des chefs d'État africains, c'est le silence total, Maître Alain Roula, en dehors du Tchadien Idriss Déby, qui, dans son rôle de président de l'exercice de l'Union européenne, l'Union africaine du moins, ça a appelé les deux camps à la sagesse. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce silence? C'est tout simple, c'est d'ailleurs le fait majeur de cette affaire. Comme on dit, lorsque la cour du mouton est sale, ce n'est pas au cochon de le dire. Proverbe trivial attribué à Robert Mugabe. Mais écoutez, qui a des leçons à donner à qui? Nguesso qui va contester le processus électoral au Gabon? Est-ce Idriss Déby lui-même? Est-ce Joseph Kabila? Est-ce qui d'autre? Nkurunziza ou bien Kagame? Par exemple, peut parler. Bon, alors qu'il parle. Non, mais personne ne peut parler. Parce que... Il y a les nouveaux présidents fraîchement élus qui peuvent parler. Patrice Talon du Bénin peut parler. Le président réélu. Kaboré du Burkina Faso peut parler. Non, mais le président Patrice Talon sait que les élections se gagnent non seulement dans les urnes, mais aussi devant les institutions. Il faut convaincre tout le monde sur le parcours. Et les élections au Bénin n'ont pas été gagnées dans la rue. Voilà. Et donc, il faut que nos frères gabonais, qui sont très précieux pour nous, comprennent que le lit a déjà été très mal fait et que il ne faut pas en rajouter. Ping a perdu, le Gabon ne s'arrête pas. Ping n'a pas encore perdu. Le Gabon nous ne savons pas encore la décision du Conseil constitutionnel. Non, s'il vous plaît. Nous attendons, avec tout le respect. Nous attendons la décision finale du Conseil constitutionnel qui doit déclarer définitivement le vainqueur de ces élections. Je comprends vos précautions oratoires. Je ne vais pas déraper. Je n'ai pas l'habitude de déraper. Oui, mais comprenez également que vous parlez du respect de la loi, et le respect de la loi, c'est le Conseil constitutionnel. Je suis un homme de loi, ce n'est pas moi qui me mettrai en difficulté et vos précautions n'ont pas été observées par les opposants puisqu'ils appellent à manifester, à tout casser et ils n'attendent pas les résultats de la Cour constitutionnelle. Donc ce que je voudrais dire, le Gabon ne doit pas s'arrêter ni à Ali Ben Bongo ni à Jean-Ping. Le Gabon appartient aux Gabonais, aux Africains. Il ne faut pas y mettre le feu et ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence de ce qui s'y est toujours passé avec la complicité des mêmes hommes et plus.
qui sont d'ailleurs plus responsables, parce que Jean-Ping est de loin l'année d'Ali Bongo, et ils ont participé à la pérennité de cette dynastie. Donc on peut supporter 7 ans d'Ali Bongo. Alors, Lamine Cissé, le silence des chefs d'État africains, vous l'interprétez comment? C'est un silence diplomatique. Parce que, en fait... Vous pensez que c'est plutôt diplomatique? Oui, ils sont comme ça, ils ne parlent pas en haut, ils parlent en bas. Ils parlent aux deux, mais bon, ils craignent ce qu'on appelle une sorte d'ingérence. Parce que c'est l'Union africaine qui doit parler, ou bien l'organisation sous-régionale. Ils sont à la CEMAC là-bas. Là. Donc c'est soit l'Union africaine, soit la CEMAC. Mais la CEMAC, regarde les pays qui composent la CEMAC. Le système de démocratisation est en processus. Et ce n'est pas aussi huilé. Ils savent aussi que les forces tapis dans l'ombre, ce sont des forces qui sont partout ailleurs en Afrique. Ce sont des forces puissamment occultes. Voilà, vous avez parlé des États-Unis d'Amérique. Évidemment, il faut partie des lobbying des 5 qui ont le droit de veto aux Nations Unies. Tout à fait. C'est eux qui décident de comment le monde va s'organiser et comment ça va bouger. C'est pourquoi j'ai dit, nous aussi, en tant qu'Africains, il faut que nous essayons de mener notre démocratie à l'africaine, qu'on se fasse suffisamment confiance. Alors, ces chefs d'État-là ne peuvent pas se lever et dire Jean-Ping, vous avez raison, ou l'autre, il a raison. Mais on n'a qu'à se référer à comme le maître l'a dit tout à l'heure, aux institutions gabonaises et qu'on respecte. Parce que c'est une élection à un tour. Ici, on fait 2 tours. Mais le Gabon, qui ne fait pas 2 millions d'habitants, il a raison de faire une élection à un tour. Ils ne sont pas nombreux. Mais les enjeux extérieurs... Il y avait à peine 600 000 électeurs, voilà, 650 000 électeurs. Ce sont les enjeux extérieurs qui minent le Gabon. Le monsieur veut réformer, je voudrais qu'on le laisse aller les réformes profondes pour que les ressources gabonaises restent aux Gabonais et aux Africains. C'est extrêmement important. Tout le problème se trouve à ce niveau-là. Si Ali Bongo avait fait le jeu de ces forces occultes-là, il allait être à l'aise aujourd'hui. Donc vous pensez que les chefs d'État peuvent rester, les chefs d'État africains peuvent rester silencieux sur la situation? Non, ils ne sont pas silencieux. J'ai dit, leur silence c'est diplomatique, mais en dessous de la table... Pourquoi ne pas lever le ton et dire, voilà, respectez la Constitution dans le pays, faites telle chose, parce que c'est l'Afrique, le Gabon fait partie de l'Afrique. Ils ne peuvent le dire que par la voix d'Idriss Déby, l'a dit, pas en tant que président du Tchad. En tant que président de l'Union africaine. Très bien. J'ai dit que c'est par institution que ça peut être réglé. Ça a été toujours comme ça en Afrique. Mais quand la France ose maintenant venir s'ingérer directement, depuis dans le processus jusqu'au résultat, c'est que la France pense qu'il nous lui appartenons, quoi. Franchement. Alors, l'opposition gabonaise appelle actuellement à une grève générale et à la paralysie totale du pays. Pendant ce temps, le gouvernement affirme que les activités économiques reprennent peu à peu dans le pays. Alors, qui croire dans cette guerre de communication? Aujourd'hui, il y a un flou. Je crois que les gens ils travailleront. Les gens travailleront au Gabon. Ali Bongo restera au pouvoir. Et maintenant, il faut qu'il y ait une ouverture. Réunir toutes les... Ils ne sont pas nombreux. Il faut réunir toutes les forces autour de ce Gabon-là. Donc là, moi, je voudrais inviter pleinement Ali Bongo de ne pas suivre ceux qui... Il est Bongo. Il est Bongo, il est Gabonais. Parce qu'on ne peut pas le donner une autre nationalité à part être Gabonais. Je souhaiterais qu'il fasse suffisamment d'ouverture vers cette vieille classe, mais vers la nouvelle classe politique, pour réformer, permettre aux gens, au Gabon d'aller de l'avant. Il faut que l'ouverture, c'est lui qui a toute la puissance publique, il faut qu'il fasse une certaine ouverture pour que le Gabon soit vraiment... Parce que on a toute l'Afrique au Gabon, hein. Il y avait les Béninois, les Sénégalais, tout le monde est là. Il y a une forte communauté étrangère. Voilà, nous devons souhaiter... Regardez les élections là. Il y a l'opposition qui s'est attaquée aux Maliens et d'autres nationalités pour dire que c'est eux qui supportaient Ali Bongo. Vous savez, c'est compliqué. Donc nous avons intérêt en tant qu'Africains que le Gabon soit un Gabon de paix et que les autorités pensent suffisamment au peuple africain. C'est extrêmement important. Maître Alain Roula, la guerre de communication, aujourd'hui chacun tire le drap de son côté. L'opposition dit que tout va mal, le pouvoir en place dit que tout reprend. Qui croire dans ces conditions? Il faut croire les deux. Hein. C'est sûr qu'il y a 48% d'électeurs gabonais qui sont peut-être susceptibles de suivre ces mots d'ordre. Et il y a l'autre majorité qui de plus en plus sera majoritaire, qui finira par reprendre le travail. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est exhorter
exhorter les autorités gabonaises, les leaders politiques gabonais à un dépassement de soi et à voir ce qui nous lie. Que Bongo soit président à vie ou que Jean-Ping ne devienne pas président, c'est pas ça qui devrait être important. Or, c'est ça qui est aujourd'hui fondamental dans ce pays. Et je veux paraphraser le président Ali Bongo qui dit qu'il y en a qui veulent se servir du Gabon alors qu'il y a plutôt intérêt à servir le Gabon. Donc, il faut le prendre au mot, qu'il soit président, ça n'est pas un problème, que les autres viennent avec lui et qu'il réforme fondamentalement le Gabon pour que leurs enfants, leurs petits frères que nous sommes, ne subissions pas ces aléas électoraux ou électoralistes et qu'on se prenne enfin au sérieux, qu'on y aille. Vous voulez que je vous dise, le petit Gabon, avec ses ressources, aurait pu contribuer à tirer la moitié de l'Afrique. Malheureusement, tout est gaspillé, tout est pris et phagocyté par l'Europe et en particulier la France. Les ressources pétrolières gabonaises, le bois, tout ça, c'est la France. Et le président Ali Bongo, au moins, a le mérite d'avoir stoppé cette hémorragie, ce qui lui vaut certainement toutes ces fonctions. Merci, Maître Alain Roula. Merci, Lamine Cissé, Madame, Monsieur, ce sera tout pour notre premier décryptage de ce jour. Je vous propose à présent un nouveau point de l'actualité sur le continent. C'est le flash d'information. Au Gabon, les habitants de Libreville se sont réveillés ce lundi avec l'accès à Internet. Un rétablissement constaté après 5 jours de coupure totale. Cependant, les réseaux sociaux sont toujours inaccessibles. Aucune explication officielle n'a été fournie sur les raisons de cette coupure, ni par les opérateurs téléphoniques, ni par les autorités gabonaises. Le Parti libéral Mouvement pour la démocratie au pouvoir au Cap-Vert semblait se diriger vers une nette victoire dimanche lors des élections municipales. Plus de 360 000 électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche pour choisir le gouvernement local des 22 municipalités de l'archipel. Les sondages indiquent que le MPD semblait bien parti pour remporter au moins 15 des 22 conseillers municipaux contre 6 pour le PAICV. Partisans et adversaires du président sud-africain Jacob Zuma se sont retrouvés lundi lors d'un face-à-face tendu devant le siège du Congrès national africain à Johannesburg. Nouvel épisode des divisions qui agitent le parti au pouvoir. Outre la police, une vingtaine d'anciens membres de la branche armée de l'ANC en trahi se sont déployés autour du siège de leur parti pour interdire l'accès. Notre deuxième sujet du jour. À présent, au Soudan du Sud, les différentes pressions des représentants du Conseil de sécurité des Nations Unies ont fini par porter leurs fruits. Salva Kiir a fini par donner son accord pour le déploiement des forces supplémentaires des Nations Unies dans son pays, conformément aux recommandations du dernier sommet de l'Union africaine. Un accord qui intervient au moment où Salva Kiir a réussi à positionner au poste de vice-président un des proches de Riek Machar, en remplacement de ce dernier. Peut-on dire que la nomination de ce nouveau vice-président marque la fin de l'ère Riek Machar? Au Soudan du Sud, vous suivrez les réflexions de nos analystes après cette virgule. Le débat se poursuit avec l'avocat Alain Ouroula et l'écrivain Lamine Cissé. Maître Alain Ouroula, je le disais donc, le président Salva Kiir a fini par donner son accord au déploiement des forces onusiennes supplémentaires dans son pays. À votre avis, est-ce qu'il y a encore un enjeu dans ce pays qui mérite qu'on déploie les forces, vu que Salva Kiir a réussi à se débarrasser de Riek Machar? Oui, il y a un enjeu, un très fort enjeu, ne serait-ce qu'un enjeu humanitaire. Mais avant d'aller plus loin dans mes développements, je voudrais revenir en arrière et saluer les plateaux de Sika TV, en particulier Angle de Vue, qui s'est déjà prononcé plusieurs fois sur le Soudan du Sud, et nos prévisions n'ont pas été démenties. Je rappelle que nous avons eu un débat fort intéressant sur l'application des accords d'août 2015 qui devraient pacifier le pays, et votre humble et modeste décrypteur a parié que ça ne marcherait pas et que les choses ne se régleraient que quand on en aura neutralisé l'un des deux, voire les deux. Et cette neutralisation ira jusqu'à l'élimination, pourquoi pas physique, ce qui a raté de peu, puisque c'est ce qui avait été visé dans les échanges de coups de feu, et Riek Machar a pris ses jambes à son cou. Reste que, tant que ces forces ne seront pas totalement neutralisées, il y aura toujours des velléités
rébellion. Parce que Thabo Deng, enfin le nouveau vice-président, qui s'appelle Deng, voilà, est contesté. Tabandeng. Tabandeng est contesté. Et il y a encore une forte partie de la rébellion qui reste fidèle à Riek Machar, qui voudra forcément prendre sa revanche. Donc, les choses ne s'arrêteront pas en si bon chemin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autorités de la communauté internationale ne procèdent pas à une analyse fine et à droite des situations, ce qui peut expliquer par exemple que le président Salva Kiir soit réticent au déploiement des forces dont on dit qu'elles ont assisté impuissantes au viol de centaines de victimes issues de l'ethnie de Riek Machar. Les échanges de tirs ont eu lieu sans qu'aucune force ait pu s'interposer, ce qui pose des questions sur l'utilité de ces différents casques bleus sur le territoire. Ces casques bleus n'avaient pas le mandat de protéger les civils, c'est d'après ce qu'ils ont dit. Mais ils ont servi à quoi? C'est maintenant qu'on leur donne le mandat de protection des civils. C'est une non-assistance à personne en danger, c'est même une complicité de génocide que d'accepter de telles résolutions. Comment vous pouvez être armé dans un pays où les gens tirent sur les populations civiles et vous ne réagissez pas? Et après, c'est la même communauté internationale qui crée une cour pénale internationale pour juger les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les génocides. Bon, aujourd'hui, le problème humanitaire se pose et il faut que ces forces servent au moins à cela. Et je pense que la solution au Soudan finira par une mise sous tutelle de ce pays pendant un bon bout de temps, afin qu'on voit clair. C'est votre avis. C'est mon opinion, c'est ma prospection. Pas l'avis des Sud-Soudanais. Oui, bien sûr. Lamine Cissé, est-ce que nous avons toujours un enjeu au Soudan du Sud aujourd'hui? Riek Machar n'est plus sur le terrain. Il a même été évacué pour des raisons sanitaires vers le Soudan. Alors, est-ce qu'il y a vraiment encore un enjeu pour qu'on déploie les forces des Nations Unies dans ce pays? Moi, je rejoins Maître, franchement, parce qu'il faut mettre le Soudan sous tutelle. Vous savez, après, non, c'est vrai, après 40 ans de guerre, la guerre est devenue la norme sociale soudanaise. Parce que les enfants ont grandi. Ceux qui sont nés en 1957... Depuis 1970, ils n'ont connu que la guerre jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont connu que la guerre, c'est-à-dire que la bravoure s'exprime par le crépitement des armes. Alors que quand on met le Soudan sous tutelle, ça permettra, n'est-ce pas, de développer les infrastructures, d'éduquer ce peuple-là. Parce qu'il y a plus de 60 ethnies. Et ces ethnies-là, il n'y a pas de brassage interethnique. Donc le Soudan, quel que soit l'État qui va être là, c'est l'État qui va être maintenu par la force des armes. Parce que l'État, c'est la conscience, c'est le peuple, c'est l'esprit qui est l'État. C'est chaque citoyen qui est l'État. Mais ces populations sont fortement divisées. Alors, ce qui se passe, moi, je pense qu'en mettant sous tutelle, en développement, en éducation, en créant les conditions de développement national, ça peut progressivement amener les Soudanais à un brassage réel. Oui. Et parce que tout le monde pensait au départ qu'après la division Sud-Soudan, Nord-Soudan, mais après la division, la guerre continue. C'est ça le drame. Je suis d'accord avec Maître. C'est la seule solution, mais encore est-il qu'il faut que ces Nations Unies, ces peuples soient quand même soient sincères, hein, parce que on les a vus, hein, par ailleurs, ça ne règle rien. Mais pour l'instant, pour calmer les ardeurs et permettre aux Soudanais de les mettre au travail, il faut mettre le pays sous protectorat. Exactement. Oui, mais à l'étape où nous sommes actuellement, est-ce qu'on peut croire quand même que nous sommes sur le chemin de la paix, à l'étape actuelle? Non, très fragile. Vous n'y croyez pas? Très fragile. Non, parce que en fait, c'est ce que je dis, si tant que je ne vois pas les Nations Unies en groupe tampon qui jouent vraiment le rôle fondamental, fondamentaux dans la mise en sécurité des populations, et que les gens... Salva Kiir a fini par donner son accord. Donc aujourd'hui, il y aura un déploiement de forces qui viendront protéger les civils et qui viendront jouer le rôle d'interposition. Oui, attendons de les voir à l'acte. C'est ça qui m'intéresse, moi. Attendons de les voir à l'acte. Bien sûr, il n'y a pas le pétrole qui regorge, ou il n'y a pas de diamants qui circulent dans la rue comme la RDC, mais on attend de les voir à l'acte. Maintenant, il faut qu'une nouvelle génération de Soudanais soit formée, formée à la tolérance, à la paix, n'est-ce pas, à l'acceptation de l'autre, qu'ils soient formés des cadres, des compétences. Parce que le Soudan regorge de compétences, peut-être qu'ils sont à l'extérieur. Il y a combien de millions à l'extérieur de réfugiés? Donc je crois qu'il faut mettre toutes les conditions qui permettent de construire un État, une nation. Pour le moment, il faut 10, 15, 20 ans peut-être devant quoi.
très rapidement, Maître Alain Orula, vous pensez qu'on se trouve actuellement sur le chemin de la paix au Soudan du Sud? Enfin, sur le chemin aujourd'hui, du règlement. On peut espérer la paix, on peut espérer dans les mois à venir. Quelles que soient les circonstances, on a toujours espéré la paix, on a toujours rêvé de la paix. Mais moi, je vous parle de résolution d'un problème. Et il y a un début de résolution puisque l'attelage Riek Machar, Salva Kiir est au moins provisoirement démantelé. Je veux dire, cette cohabitation entre les deux était impossible, était au moins improbable. Aujourd'hui, il y en a un qui s'est mis de côté, donc on est déjà sur un bon chemin. Il faut aller jusqu'au bout, soit on en finit de cette façon, soit on dégage les deux. Et je crois que les deux ont une très grande responsabilité dans le drame qui sévit au Soudan du Sud. Et je crois que le secrétaire général des Nations Unies a utilisé les bons mots en disant que tous les deux ont trahi et trahissent leur peuple. Merci, Maître Alain Orula. Merci, Lamine Cissé, Madame, Monsieur. C'est tout pour le décryptage de l'actualité africaine de ce jour sur Sika. Un décryptage du moins que je termine par cette sagesse africaine qui dit « Quiconque taquine un nid de guêpe doit savoir courir. Quiconque taquine un nid de guêpe doit savoir courir ». Merci de nous avoir suivis. Et retenez que l'information se poursuit sur Sika et sur www.sikatv.info.